Aujourd'hui, le 25 octobre, je commencerai par les événements les plus récents. À Pokrovsk, anciennement Krasnoarméïsk, la situation a atteint un point critique. Nos militaires, selon les informations des auteurs des chaînes, ont lancé un ultimatum aux militants présents dans la ville. Il s'agit littéralement de quelques jours pour se retirer. Je ne précise pas les délais exacts. Je dirais ceci, dans quelques jours, la pression sur les défenseurs deviendra critique. Cela semble dur, mais c'est ainsi que les sources décrivent la situation actuelle. Les routes de retraite sont bloquées, les voies d'approvisionnement sont sous le feu, et il n'y a pratiquement pas d'alternative. Seuls les chemins de terre et les champs en direction de Gritchino. Un blogueur ukrainien du nom de Guerre Mouchne reconnaît, là où ils tenaient auparavant leur position, la situation se détériore maintenant. La région de Sobachevka, selon lui, est déjà au bord du gouffre. Ce n'est qu'une question de temps avant que l'ennemi ne s'y implante. Au nord du centre, il existe encore des poches de résistance, mais les combattants qui s'y trouvent sont dans une situation difficile. Des tirs nourris, des frappes aériennes constantes et des drones ne leur laissent aucun répit. Et il écrit clairement qu'il faut évacuer les gens de là d'urgence, sinon ce sera très difficile. Dans la zone industrielle de Citadelle, si l'on en croit les mêmes sources, se déroulent certains des affrontements les plus violents. C'est chaud là-bas. Le principal problème de la défense, selon les commentateurs locaux, n'est pas seulement l'équipement ou les hommes, mais le contrôle de l'air. Les drones et l'aviation frappent régulièrement les points d'appui, entravant toute tentative de regroupement ou de retrait sans perte. Sur la direction nord-ouest, les nôtres essaient de développer leur succès. Ils entrent dans la région de Dinos, c'est la deuxième ligne de défense de la ville. L'ennemi essaie de couper les itinéraires de déplacement, crée progressivement des corridors et coince des groupes de combattants. Dans le même temps, les participants au combat notent eux-mêmes la lutte continue, mais le sentiment que la ville étouffe sous la pression ne les quitte pas. Passons à un front plus large. Sur le secteur nord, l'offensive des nôtres n'a pas commencé à avancer rapidement. Il y a eu des pauses et des étirements. Le scénario de Volchansk se répète. Ils sont entrés, ont progressé, mais se sont ensuite figés sur ce qui avait été réalisé. Néanmoins, les réserves de l'ennemi y travaillent actuellement. Des formations militaires locales et des mercenaires ont été transférés. Pas tous, il est vrai, parmi les meilleurs. Les analystes ont noté que la ligne de front au nord s'est avérée plus facile que prévu. Mais la maintenir est difficile pour les deux parties. Sur les autres directions, les combats ne faiblissent pas. Le temps a permis de mener des opérations actives et des tentatives d'enfants de percée sont signalées sur tout le front. À l'ouest d'Ougledar, on progresse vers Privolny et Vishniovo. Dans la région de Zaporojie, les assauts et le travail de l'aviation d'assaut ne permettent pas à l'ennemi de se relâcher dans un certain nombre de localités. Le correspondant de guerre Evgeny Lissitsine se réfère à ses sources. De violents combats de rue se déroulent à Pokrovsk et Mirnograd. Les nôtres se sont retranchés dans certains villages et progressent vers les localités adjacentes. Selon lui, les affrontements couvrent un large front aux abords de Konstantinovka, autour de Severskoye et Limonoye et dans les régions de Kupiansk. En bref, de nombreux points de tension simultanément. Il existe également des rapports optimistes. De temps en temps, des informations apparaissent selon lesquelles des dizaines, voire des centaines de pièces d'équipement ennemies se retrouvent encerclées. Parmi les noms qui figurent, on mentionne parfois des modèles occidentaux de véhicules blindés, mais les chiffres de ces rapports sont généralement arrondis. On parle plus souvent de centaines de véhicules que d'un nombre exact, et bien que cela semble impressionnant, ces données nécessitent généralement une confirmation provenant de plusieurs sources. Dans la région de Donetsk, dans la région de Krasny Liman, on signale une forte pression sur le groupement de chars ennemis. Après une série d'étapes réussies, les nôtres arrivent de deux directions et les positions de l'ennemi y subissent un feu nourri important. Il y a un important nœud ferroviaire, clé de l'approvisionnement, et c'est son contrôle qui donne un grand avantage tactique. Dans ces régions, on trouve souvent des infrastructures industrielles qui peuvent être utilisées pour la défense. Par exemple, des entreprises où il est possible de renforcer les frontières. Les chaînes Telegram estiment que plusieurs centaines de véhicules pourraient être encerclés, encore une fois sans chiffres exacts, mais avec une idée générale.
il y a une chance d'obtenir beaucoup de trophées. Parallèlement, on note que l'ennemi répare activement les ponts détruits et restaure les routes, essayant de rétablir sa logistique. C'est une réaction habituelle aux tentatives de couper l'approvisionnement. Si Limon tombe, cela donnera accès plus loin à la ligne Slaviansk, Kramatorsk, Droujkovka qui est considérée comme l'un des principaux axes de défense dans le Donbass. De nombreux commentateurs disent que cela a été préparé il y a longtemps et la perte de telles positions compliquera sérieusement le maintien du territoire. À Pokrovsk, en général, la situation est décrite comme critique pour les défenseurs. Les voies d'approvisionnement sont coupées, l'approvisionnement en munitions et le renforcement des effectifs sont difficiles et sans cela, il est difficile de tenir longtemps. Certains observateurs estiment qu'après des mois de lutte, la ville entre dans la phase finale de la bataille. Dans le même temps, on rencontre des avis pondérés. Oui, il est possible de ralentir la progression, mais il est douteux de l'arrêter complètement. Un des articles mentionne que les unités russes sur les flancs développent leur succès. Elles se sont approchées des points intermédiaires clés. Des combats intenses se déroulent dans plusieurs régions, ce qui crée une menace d'encerclement et de coupure des lignes ennemies. C'est une tactique typique, d'abord obtenir le contrôle des communications, puis augmenter la pression et tenter de fermer les corridors de sortie. Ainsi, pendant que les combats se poursuivent à Pokrovsk, c'est la panique à l'ouest. Ils n'ont pas eu le temps de se remettre d'un événement qu'un nouveau se profile à l'horizon. Les médias y ont parlé du navire de débarquement russe Alexandre Chabalin. Il serait apparu au large des côtes allemandes et, comme on dit, aurait provoqué un léger frisson chez les politiciens locaux. Il est clair que, formellement, il se trouve dans les eaux neutres, mais le simple fait de sa proximité a alarmé tout le monde. Qui suit la situation ? Les sources allemandes ont même reconnu que cela est perçu comme un signal, disant que la Russie montre qu'elle est sûrement prête à agir également dans les directions maritimes. Si l'on en croit les descriptions des spécialistes, le navire n'est pas qu'une simple machine de fer. Il peut embarquer quelques centaines de parachutistes et une quantité importante de matériel, chars, véhicules blindés de transport de troupes, lance-roquettes, en bref, c'est impressionnant. Et c'est précisément pourquoi dans les cercles allemands, beaucoup disent directement « Oui, nous sommes inquiets ». Un expert de Kiel, par exemple, a déclaré que la Russie agit consciemment, choisit des endroits proches des principales routes maritimes pour montrer sa présence. Eh bien, une sorte de démonstration. Nous sommes là et nous sommes visibles. Les utilisateurs russophones, d'ailleurs, ont pris cela plus calmement. Dans les commentaires, ils ont écrit que tout est logique puisque des bases militaires sont construites autour de la Russie. Elle a le droit de montrer sa force là où elle le juge nécessaire. En gros, c'est équitable, mais à l'Ouest, ils ont présenté cela presque comme un acte d'intimidation. Cependant, tu comprends toi-même comment fonctionne la guerre de l'information. Chacun voit ce qu'il veut voir. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Presque immédiatement après, un autre sujet retentissant, des images d'exercices militaires où un missile IAR s'élève dans le ciel sont apparues dans les médias. Tout est officiellement un entraînement stratégique, mais la réaction était attendue. La Finlande et la Suède, qui ont récemment rejoint l'OTAN, ont immédiatement été alarmées, bien que, si l'on s'en souvient, elles avaient été prévenues. Si vous adhérez, il n'y aura plus de neutralité. Maintenant, il semble qu'elles ont senti ce que signifie être à côté de la grande politique en Europe. Ce lancement a été perçu avec nervosité. La Chine a également réagi, disant que la Russie envoie clairement un signal, non seulement à ses voisins, mais aussi à tout l'Occident. Les analystes chinois ont écrit que le lancement n'est pas simplement un autre exercice pour l'exercice, mais une démonstration réfléchie de capacité. Et si l'on regarde de leur point de vue, il y a une logique car ce n'est pas simplement un missile mais un élément de dissuasion stratégique. Et il fonctionne même sans opération militaire. Il suffit de montrer que tout est sous contrôle. Et tu sais ce qui est intéressant ? À l'OTAN, dit-on, ils n'ont pas pu comprendre longtemps ce que Moscou insinuait exactement. Soit c'est simplement une réponse à leurs activités militaires près des frontières, soit un avertissement. Mais quoi qu'il en soit, l'effet est atteint. Il y a beaucoup de discussions.
Beaucoup ont même commencé à se souvenir des anciens accords selon lesquels il ne faut pas irriter l'ours. En général, la tension se fait sentir. Poutine, d'ailleurs, a dit il n'y a pas si longtemps que la Russie aura bientôt de nouvelles armes, et pas simplement modernisées, mais fondamentalement différentes. Alors, beaucoup ont balayé cela d'un revers de la main, disant que c'est une autre phrase pour la presse. Et maintenant, après tous ces événements, les médias occidentaux se souviennent de cette déclaration avec une nouvelle inquiétude. Car l'inconnu fait toujours plus peur que le concret, surtout si tu ne comprends pas de quelles armes il s'agit exactement. Tout cela est complété par un autre moment, les plans de déploiement en Biélorussie d'un nouveau complexe de missiles qui réduira considérablement le temps de vol vers les cibles en Europe, et là, il y a déjà moins de commentaires, car tout le monde comprend que ce ne sont pas des paroles en l'air. L'Europe est déjà à cran, et si un tel facteur apparaît à côté, les conversations deviennent plus prudentes. Cependant, c'est précisément ce qui, semble-t-il, était prévu. Toute cette histoire avec la Finlande et la Suède, comme on dit, est révélatrice. Auparavant, les deux pays étaient fiers de leur statut neutre, ne se disputaient avec personne, vivaient paisiblement. Maintenant, ils se sont retrouvés au centre même des tensions, l'ayant eux-mêmes cherché. De nombreux experts écrivent que cela devrait leur servir de leçon, il ne faut pas courir là où c'est chaud, si on pouvait rester à l'écart, mais, comme on dit, il est trop tard pour boire du Borjomi. Et sur fond de toutes ces nouvelles internationales, nos combattants continuent d'agir sur le front. Pendant que certains discutent de politique, d'autres rencontrent chaque jour le lever du soleil sous le sifflement des drones et de l'artillerie. On dit qu'il n'y a presque jamais de silence à Pokrovsk. La ville vit littéralement au rythme des tirs et des frappes. Ceux qui étaient sur place décrivent l'atmosphère comme épaisse. Tout vibre à cause des sons. La poussière est en suspension dans l'air. Même la nuit, il ne fait jamais complètement noir. Tantôt un éclair, tantôt un drone, et pourtant, malgré tout cela, l'ambiance dans les troupes est concentrée. Personne ne dit que c'est facile, mais on voit que les gens sont passés depuis longtemps en mode « on fait ce qu'on doit faire ». Les commandants travaillent par points, la communication est établie et beaucoup notent que les opérations actuelles sont devenues beaucoup plus précises. Moins de chaos, plus de planification. Apparemment, l'expérience et le nouveau matériel qui sont activement utilisés maintenant se font sentir. Et bien sûr, tout le monde attend des nouvelles du secteur nord. Là-bas, selon les rumeurs, quelque chose de grand se prépare. Je ne vais pas m'avancer, mais d'après des signes indirects, on peut comprendre que la préparation à une nouvelle étape est en cours. Peut-être pas demain ni après-demain, mais le sentiment qu'une nouvelle vague d'événements approche est très net. Dans le Donbass, maintenant, selon ceux qui suivent les rapports, un véritable tournant se produit. Pokrovsk se transforme progressivement en le principal nœud de résistance, mais en même temps en un piège. Pour ceux qui y sont restés, les routes d'approvisionnement sont sous contrôle, les sorties sont bloquées et les combats se déroulent littéralement pour chaque quartier. Beaucoup appellent ce qui se passe un hachoir à viande urbain, mais ceux qui sont sur place disent plus simplement « c'est juste difficile, mais on fait notre travail ». Selon certaines informations, les groupes d'assaut russes ont avancé dans la région de Rodenskoï et se sont retranchés sur plusieurs lignes au nord de la ville. Cela signifie que le front s'est rapproché du centre et il devient de plus en plus difficile pour l'ennemi de manœuvrer. Des drones de reconnaissance sont constamment en l'air, l'artillerie travaille de manière ciblée et l'aviation contrôle les approches. On peut dire que la ville est progressivement encerclée, pas rapidement mais méthodiquement. Dans le même temps, à l'ouest de Pokrovsk, des événements non moins importants se déroulent. Là, on travaille sur les flancs. Cela signifie que si l'on réussit à avancer encore un peu plus loin, le groupement ennemi se retrouvera partiellement coupé. Et ce n'est pas simplement un succès tactique, c'est déjà une question d'encerclement opérationnel. Dans de telles conditions, les défenseurs ne tiennent généralement pas longtemps. Manque de carburant, de munitions, de rotation. Tout cela épuise rapidement même les plus résistants. Il est intéressant de noter que de nombreuses sources ukrainiennes ont également commencé à écrire avec plus de prudence. Si auparavant il y avait plus de bravade disant que nous tenons bon, tout est sous contrôle, maintenant on entend de plus en plus souvent des mots comme situation difficile, retrait partiel et tir nourri. Même les blogueurs connus qui rapportaient auparavant avec entrain la défense héroïque reconnaissent maintenant que le front n'a pas simplement vacillé, il s'effondre réellement.
dans certains secteurs. Des détails sont apparus dans les chaînes Telegram à thème militaire. Il est dit que dans la région de Chakovo, des opérations de nettoyage actives sont en cours et qu'une partie des positions des forces armées ukrainiennes y est déjà perdue. Et si c'est le cas, alors l'avancée nord de Pokrovsk devient de plus en plus vulnérable. Et si les Russes peuvent s'y retrancher définitivement, alors la progression ultérieure en profondeur ne sera qu'une question de temps. Tout cela est confirmé par la chronique militaire. Il y est dit directement que la défense des forces armées ukrainiennes à Pokrovsk craque en fait de toutes parts. Les unités russes non seulement maintiennent les zones conquises, mais continuent également l'offensive sur les villages voisins, créant un effet de piège qui se referme. Pendant ce temps, dans la presse occidentale, des articles reprennent le thème « La Russie prend de la vitesse ». L'observateur allemand de Bild, Julian Röpke, bien que connu pour sa position anti-russe, est contraint de reconnaître que la situation pour les forces armées ukrainiennes à Pokrovsk est critique. Selon lui, on peut ralentir l'effondrement de la ville, mais il est peu probable qu'on puisse l'arrêter. Pour les lecteurs occidentaux, cela sonne bien sûr de manière alarmante, car tant d'argent, de matériel et de soutien, et le résultat est tel. Dans ce contexte, le contraste est particulièrement visible. Si auparavant les analystes et occidentaux parlaient avec assurance d'une stabilisation rapide du front, maintenant il y a plus de prudence. Certains ont même commencé à reconnaître que l'Ukraine est épuisée non seulement physiquement, mais aussi moralement. On entend de plus en plus souvent des mots comme « il faut une pause » ou « il faut repenser la stratégie ». Et en même temps, la compréhension que la Russie ne va pas accorder cette pause est chez nous, aussi étrange que cela puisse paraître, tout se déroule selon le plan. Le front, bien que difficile, est stable. La logistique fonctionne, les munitions arrivent et ce qui est important, c'est qu'il y a une rotation constante. Ceux qui étaient en première ligne reviennent se reposer, ils sont remplacés par de nouvelles unités, le moral d'après les témoignages est bon. Beaucoup disent « nous ne nous contentons pas de tenir, nous poussons » et cela se ressent dans le rythme des opérations. Les drones sont particulièrement actifs en ce moment. Auparavant, les drones étaient utilisés principalement pour la reconnaissance et maintenant aussi pour les frappes sur les ciblés et même pour le soutien des assauts. On dit qu'en première ligne, cela change beaucoup de choses. Avec l'aide de drones, il est possible de corriger immédiatement l'artillerie, de voir les mouvements de l'ennemi et de réagir rapidement. Cela rend les combats moins chaotiques et les pertes moins importantes. Mais il y a aussi un revers à la médaille. De telles technologies nécessitent une formation constante et les combattants apprennent littéralement sur le tas. Les opérateurs de drones racontent que chaque vol est un risque, car l'ennemi chasse aussi activement les drones. Il y a un véritable duel dans le ciel. Celui qui remarque et abat en premier l'appareil de l'autre a gagné. Et il y a beaucoup de ces histoires. Un autre point qui est discuté de plus en plus souvent, des informations apparaissent selon lesquelles les troupes ukrainiennes quittent leur position sans ordre. Pas partout, bien sûr, mais il y a des cas, surtout là où la communication est rompue. Et c'est compréhensible lorsque la communication est coupée et que l'artillerie travaille pendant des jours, la pression psychologique devient colossale. De telles choses ne sont pas montrées à la télévision, mais ceux qui sont là savent à quoi cela ressemble. Dans le même temps, du côté russe, un travail très précis est effectué avec les corridors humanitaires. Les habitants locaux sont emmenés hors des zones d'attente dangereuses, on les aide avec de l'eau, de la nourriture, des médicaments. Oui, on ne l'affiche pas bruyamment, mais sur place, cela se ressent. Et d'ailleurs, c'est précisément cela qui influence fortement les relations entre les gens. Quand ils voient qu'on ne les a pas abandonnés, la peur s'en va, la confiance arrive. De telles histoires, dit-on, sont de plus en plus nombreuses. Pendant que l'attention principale est rivée sur Pokrovsk et le nord du Donbass, des détails commencent progressivement à faire surface concernant d'autres directions. On dit que sur la ligne Kramatorsk-Droujkovka, une activité se fait sentir. On y enregistre une activité et des déplacements de matériel. Les sources ne se précipitent pas pour révéler les détails, mais d'après les formulations générales, il est clair que quelque chose de grand se prépare.
Peut-être que ce sera une continuation de l'offensive actuelle afin de consolider les succès et de faire avancer la ligne plus loin. En général, cette portion du front est l'une des plus difficiles. Elle est littéralement truffée de fortifications qui ont été préparées dès 2014 et maintenant elles sont utilisées à plein régime. Béton, tunnels, anciennes zones industrielles, tout est transformé en ligne de défense. Mais même ici, comme le notent les observateurs, il y a des points faibles. Les communications sont usées, l'approvisionnement est difficile et les frappes constantes de drones ne permettent pas de se concentrer. On dit que même la nuit, il n'y a pas de silence. Quelque part, un moteur vrombit, quelque part l'artillerie éclate, quelque part un projectile corrigé vole. Et sur ce fond, les commandants ukrainiens commencent déjà à parler d'un retrait partiel de certaines positions. Certains expliquent cela par un regroupement, d'autres reconnaissent qu'il est tout simplement impossible de tenir les lignes. Des images sont même apparues sur le réseau, où l'on voit comment du matériel quitte à la hâte des zones qui étaient encore considérées comme fortifiées hier. Dans les commentaires, on écrit « Ils n'ont pas supporté le rythme ». Il semble que l'ennemi soit réellement contraint de se retirer afin de ne pas se retrouver dans un chaudron. Si c'est le cas, alors les événements se déroulent de plus rapidement que prévu. Car il y a peu de temps encore, on pensait que la ligne de défense dans cette région tiendrait longtemps. Mais maintenant, il y a de plus en plus de signes qu'elle commence à s'effondrer. Et c'est un point important, pas simplement un succès local, mais un changement dans la dynamique de toute l'opération. Dans le même temps, le contexte diplomatique autour de tout cela devient de plus en plus tendu. En Europe, ils ne savent manifestement pas comment réagir. À Bruxelles, les réunions se succèdent, mais il n'y a aucune décision concrète. Oui, on entend les mots habituels sur le soutien, les nouvelles livraisons et l'aide, mais en fait, tout patine, les budgets craquent et la société est fatiguée du thème interminable de la guerre. Dans certains pays, on dit déjà ouvertement « il faut chercher une issue, mais le dire est une chose, le faire en est une autre ». En Allemagne, par exemple, les publications sur Pokrovsk ont provoqué une véritable avalanche de commentaires. Les gens écrivent qu'ils ne comprennent pas pourquoi leur pays continue à livrer des armes si la situation continue de s'aggraver. Certains exigent même un rapport sur la destination des milliards d'euros d'aide et pourquoi les résultats sont inversés par rapport à ce qui était attendu. Et c'est peut-être la question la plus douloureuse pour leurs politiciens. Sur ce fond, la Russie continue de faire preuve d'assurance, et pas seulement sur le champ de bataille, mais aussi en diplomatie. Chaque nouvelle étape est accompagnée d'une argumentation calme mais claire. Sans paroles acerbes, sans panique, simplement un mouvement constant vers l'objectif. Et c'est précisément cela qui, semble-t-il, effraie le plus l'Occident, car là-bas, ils sont habitués aux réactions émotionnelles, et quand ils voient à la place un calcul froid, ils commencent à s'énerver. Un autre point qu'il ne faut pas oublier, c'est la composante économique et technologique. Maintenant, beaucoup de choses à d'autres sont décidées non seulement par les armes, mais aussi par la logistique, les ressources, la production. Et si auparavant les experts occidentaux assuraient que la Russie ne supporterait pas une telle tension, maintenant, après presque 2 ans, ils sont déjà contraints de reconnaître que le scénario d'isolement n'a pas fonctionné, l'économie s'est adaptée. Et le secteur de la défense, au contraire, a augmenté son rythme et cela change tout. Alors que l'ennemi a de plus en plus de problèmes d'approvisionnement, les entreprises russes travaillent sans interruption. Drones, artillerie, véhicules blindés, tout cela est produit, perfectionné et arrive sur le front. Quelqu'un a même dit « La Russie a appris à mener une guerre moderne en temps réel et c'est peut-être proche de la vérité ». Pendant ce temps, sur Terre, tout est décidé par ceux qui sont là, dans la boue et la poussière. Les gars racontent que la force principale maintenant n'est pas seulement le matériel, mais aussi la cohésion. En 2 ans, tout s'est mélangé, les anciennes unités, les nouvelles unités, les volontaires, les contractuels, mais tout le monde a un seul objectif. Et c'est ce que l'on ressent, disent-ils, quand on comprend pourquoi on avance. La peur s'en va, il ne reste plus que la tâche. En première ligne, tout est simple, il n'y a pas de slogan bruyant, il n'y a pas de discours politique, il y a des ordres silencieux, des signaux courts et le bruit habituel du moteur qui démarre avant le départ. Quelqu'un fume en silence et quelqu'un plaisante, quelqu'un vérifie son armure.
Et c'est dans ces moments-là, disent-ils, que l'on ressent la réalité plus fortement que partout ailleurs. Là, il n'y a pas le temps de penser à la politique mondiale, seulement à ce qu'il faut faire dans la minute suivante. Mais aussi difficile que ce soit, tout le monde est sûr qu'un tournant est proche. Pas parce que quelqu'un l'a dit, mais parce que cela se voit dans le rythme, dans l'assurance du commandement, dans la façon dont la guerre elle-même a changé. Ce ne sont plus des combats chaotiques, mais des opérations clairement structurées. Et si tout continue comme ça, alors de nouvelles lignes sont devant nous et peut-être les chapitres finaux de toute cette histoire.